Yeah. Face à ma nerf. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce programme. Il est membre infiliant de la société civile congolaise, activiste des droits de l'homme et président de la fondation Charles Ebina. Mesdames et messieurs, Joe Washington Ebina est face à ma nerf. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci, bonsoir. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce programme. Alors, George Washington Ebina, à la veille de la célébration des 64 ans de l'indépendance du Congo, c'est-à-dire le 14 août dernier, le président de la République du Congo s'est adressé à la nation. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de son message? Le président de la République a évoqué longuement le mot responsabilité. Responsabilité sur la République, sur les anciens. Vous savez, à chaque fois que nous écoutons le président de la République, nous avons simplement l'impression que le président a une autre lecture de la réalité congolaise. La responsabilité est un mot énorme, qui d'abord incombe à ceux qui dirigent, et ensuite à une population qui régulièrement ne fait que subir ceux qui ont les postes de responsabilité. Mais dans l'ensemble, je crois que le président a une lecture qui est évidemment pour lui cohérente. Mais lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on vit proche des populations et lorsqu'on regarde toute la misère nationale, nous avons quand même l'impression que les grands responsables de notre situation actuelle, c'est malheureusement ceux qui dirigent. Et qu'est-ce qui vous dérange de ce message? Il a appelé à la prise de conscience de tout le monde, de toutes les générations, surtout ceux qui dirigent. Vous avez la prise de responsabilité et on se demande la question de savoir qui doit être responsable dans le fond. Je crois que la grande responsabilité, ce serait de résoudre et de régler tous les problèmes qui minent la République. Et donc je crois que c'est à son niveau, c'est au niveau du président de la République lui d'abord, de montrer l'exemple qu'il y a un changement au niveau de la manière dont l'État est géré. Et cependant, la situation est beaucoup trop désastreuse pour que nous considérons que la responsabilité est vraiment bien établie sur les problèmes sociaux. Donc lorsqu'il appelle à commencer à gérer avec responsabilité, surtout ceux qui occupent des fonctions publiques. Non, je considère que le président de la République ne peut pas appeler cela. Je crois que le président de la République a une grande responsabilité, après près de 40 ans de gestion, de savoir qui fait bien et qui ne fait pas bien. Et donc au contraire, je crois qu'il devrait plutôt demander à ce que l'état de droit soit respecté. Plutôt à ce que les gens répondent devant les tribunaux s'il y a malversation dans certains domaines. Alors, mais la responsabilité est une moralisation qui, pour l'instant, pour moi, n'est pas suffisante. Pour ceux qui nous regardent, on va citer nommément le président de la République. Alors, dans son discours Denis Sassou Nguesso appelle les Congolais à la méditation pour davantage de prise de conscience et de plus de responsabilité à la construction de la nation. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques, et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Lorsque vous regardez ces propos, nous pouvons nous demander, lorsqu'on dit aîné, on dit ancien. Ancien, tout de suite on pense aux anciens de la République, les retraités et tout le reste. Les retraités qui sont anciens de la République sont abandonnés, n'ont pas de salaire, accès aux médicaments précaires, vie extrêmement difficile. Et vous dites jeunesse. La jeunesse, laquelle?
Parce que la jeunesse congolaise, aujourd'hui, elle meurt hors nano en cherchant du travail. La jeunesse congolaise à qui on promet de l'emploi, 100 000 emplois, aucun bilan n'est effectué, ce sont des propos qui malheureusement ne sont pas en relation avec la réalité congolaise. Le président de la République malheureusement donne un message élogieux. Je suis désolé de vous dire simplement que lorsque nous regardons la réalité, elle n'est pas celle-là. Vous attendez à quel message? À une réalité, à une prise de conscience, un peu une réalité directe. C'est-à-dire constater simplement qu'il y a un échec de gestion depuis de longues années, changer de cap. Changer de cap, c'est évidemment rendre les gens responsables de leur travail et évidemment changer ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne travaillent pas d'une manière cohérente, ceux qui n'apportent pas le résultat, ceux qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes des citoyens. Le problème du chômage est endémique, n'est pas résolu. Le problème de santé n'est pas résolu. Le problème de logement n'est pas résolu. Le problème de déplacement, de transport, de route, d'habitation n'est pas résolu. Donc finalement, il faut se poser la question de savoir quel est le domaine au Congo qui marche. Dites-moi, citez-moi un point au Congo où les Congolais sont satisfaits par rapport à la gestion nationale. Je ne vois pas, je ne constate pas, et c'est pas à moi de vous le dire, c'est la réalité malheureusement qui est très critique. Alors, on va parler autre chose, si vous le voulez bien. Au début du mois de juillet dernier, l'appareil sécuritaire de la République du Congo a connu un grand tournant avec la nomination par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, d'un nouveau commandant des forces de police en la personne d'André Fils Obamiitou, en lieu et place de Jean-François Ndengue, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Et puis, de l'autre côté, il y a un nouveau administrateur général de la centrale d'intelligence et de la documentation CID, en la personne d'Aristide Okassa. Alors, en lieu et place de Philippe Obara. Alors, Joe Washington Ebina, activiste des droits de l'homme, membre influent de la société civile congolaise, président de la Fondation Ebina. Qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en apprenant ces changements? Pas grand-chose. Je crois que je fais simplement l'analyse de tous les Congolais. C'est-à-dire de ne pas analyser les hommes, mais analyser les actions. Je ne peux pas être en train de juger une personne. Ce qui nous importe dans notre organisation, même dans les droits de l'homme, c'est de voir sur le terrain comment les citoyens sont traités. Donc le changement d'homme, pour nous, n'est pas aujourd'hui à commenter. Les individus viennent et ils partent, mais le plus important, c'est de constater sur le terrain des améliorations, du respect des droits de l'homme. C'est ça ce qui nous importe. Le reste, ce sont des jugements de valeur qui nous importent très peu. Donc les changements des personnes? Non, écoutez, pourquoi je dois donner un avis sur un changement de personne? Cela n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de constater après un certain temps. Aujourd'hui, évidemment, il y a un changement de dirigeant dans un département, mais il faut lui donner du temps. On va regarder, après quelques temps, voir s'il y a une amélioration sur le terrain par rapport à la gestion de certaines situations. Mais nous ne pourrons pas donner notre analyse par rapport aux individus. Ce n'est pas notre rôle et je ne vois aucun intérêt à cela. Et rien ne vous a pas traversé l'esprit en apprenant ces changements? Écoutez, nous sommes informés, mais où est l'importance aujourd'hui à ce que je donne mon avis sur un individu? Je ne vois aucun intérêt. Est-ce qu'avec les équipes précédentes, que ce soit au niveau de la documentation ou aux forces des polices, est-ce que les relations étaient... Écoutez, les organisations des droits de l'homme régulièrement rencontrent les responsables de ces structures sécuritaires. Nous exprimons simplement le besoin de respect des droits de l'homme, de quelques interventions que nous trouvons abusives et tout le reste. Nous avions rencontré le précédent, mais ce sont des relations simplement de nos organisations qui travaillent pour demander le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas autre chose que cela. Et les nouveaux, y a-t-il eu des contacts? Écoutez, qu'il y ait des contacts, il y avait des contacts. Et les contacts sont au quotidien lorsqu'il y a des situations. Lorsqu'il y a une situation, un contact au quotidien. Mais ce n'est pas de notre rôle de les rencontrer régulièrement. Ils travaillent, nous travaillons dans notre département. Et s'il y a besoin de se rencontrer pour une situation ou pour une autre, nous ne manquons pas évidemment de faire des approches pour trouver des solutions par rapport à ce que nous considérons comme étant une situation à régler par leur organisation, par leur structure. Alors comment avez-vous vécu la présidentielle sénégalaise avec l'élection du nouveau président? Écoutez, je crois comme tous les Africains, c'est un bon exemple de considérer que les institutions... À quel niveau? De considérer que les institutions restent,
Mais les hommes changent, les idées évoluent. Et je considère qu'au Sénégal, c'est une autre lecture de la démocratie. C'est une lecture qui est qui regarde un peu plus sur l'avenir. C'est un autre pays qui a une autre lecture de la situation, qui a aussi d'autres façons de faire. Et donc, en tant qu'Africain, j'ai constaté que c'est une très bonne chose qu'il y ait de nouveaux dirigeants. Et toujours en Afrique de l'Ouest, il y a aussi des transitions dans les Sahel, qu'on appelle les transitions des colonels, les coups d'État des colonels. La majorité de ces pays tombent au bras d'une puissance qu'on appelle la Russie, la Fédération des Russies. C'est votre lecture, c'est votre façon de voir. Je ne sais pas si la Russie contrôle ces pays-là. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent. Je n'ai pas l'analyse profonde de ce qui se passe avec un nouveau partenaire. La majorité... Écoutez, je considère que les pays sont libres d'avoir les partenaires qu'ils veulent. S'ils veulent avoir des partenaires de Russie, d'ailleurs, des États-Unis, du Japon et ailleurs, ils sont libres par rapport aux intérêts. Vous savez, dans le fond, les États regardent les intérêts. Si les intérêts sont regardés, ils peuvent regarder. Ce que nous regardons aussi, c'est que le respect des droits de l'homme soit là. Que quels que soient les dirigeants qui viennent à la tête des pays, que les peuples ne soient pas opprimés. Comment vous interpréterez ces changements, ces différents changements? Vous savez, de nature, je considère que tout changement est une bonne chose. De nature. Je considère que l'évolution d'une société demande à ce que les hommes changent à des endroits ou à un autre, pour que l'analyse soit différente, mais toujours dans le respect des lois. Il ne faudrait pas qu'il y ait abus d'autorité sur un endroit ou un autre. Mais sinon, c'est une bonne chose. Vous remarquerez à travers le monde que les grandes démocraties changent souvent d'individus. Même les coups d'État. Ça veut dire quoi, les coups d'État? Au Sahel, c'est des coups d'État, les changements que... Ça dépend de la manière dont les choses sont arrivées. Donc, moi, je vous parle de changement. Est-ce que vous condamnez? Oui, tout ce qui est brutal n'est pas une bonne chose. Je considère que, étant dans les droits de l'homme, notre message est un message pacifique. La brutalité n'emmène absolument pas grand-chose, si ce n'est évidemment pour certaines personnes l'aboutissement à leur fin, mais pour nous, le message est pacifique. Les peuples africains doivent revendiquer leur bien-être d'une manière pacifique, et les dirigeants africains doivent comprendre qu'il arrive des moments où il est important de comprendre et d'écouter le peuple. Alors, Joe Washington Ebina, président de la Fondation Charles Ebina, activiste des droits de l'homme, où en êtes-vous avec ce que vous appelez le combat, la lutte? Écoutez, la lutte, c'est l'expression de tous ceux qui veulent trouver des solutions au malheur des gens, qui veulent trouver des solutions à l'injustice. Tous ceux qui luttent expriment cette volonté du mot lutte parce que c'est le changement au bien-être. La lutte continue, c'est au quotidien. La lutte n'est pas seulement sur le plan de la décision politique. La lutte est également sur la décision humanitaire, sur l'action sociale, contre l'injustice, contre toute la corruption. Tout ce qui va à l'encontre de l'évolution humaine doit être considéré comme étant un domaine où la lutte doit évidemment arriver. Et vous avez toujours votre point levé. Le point levé, c'est l'expression d'une conviction. Pas un révolutionnaire. Écoutez, si la révolution a un sens positif, pourquoi pas? Mais dans le fond, l'idée, c'est d'abord et avant tout, est-ce que le peuple vit bien? Est-ce que les solutions sont trouvées à ses problèmes? C'est l'idéal. Donc ça, c'est votre lutte, c'est votre combat. Évidemment, c'est le combat de pratiquement des gens qui considèrent que les pays doivent évoluer, les hommes doivent être respectés, les nations doivent vivre sous le droit national, le droit international. C'est une logique simple. Alors, quelle est la situation des droits de l'homme au Congo, en tant que membre influent de la société civile et activiste? Je crois que le rapport à travers le monde ne place pas le Congo à un niveau très éloquent. C'est-à-dire que le Congo a énormément de travail à faire en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. La communauté internationale considère le Congo comme étant parmi les derniers à ne pas respecter les droits... Au monde ou en Afrique? Dans le monde. Non, pas en Afrique. En Afrique, l'Afrique passe pas assez, je crois, dans le monde. Les institutions à travers le monde définissent le Congo comme étant un pays parmi les bons derniers parce qu'ils font des analyses à travers les pays du monde et ils donnent leur rapport. Et c'est un rapport annuel. Qu'est-ce qu'ils reprochent au Congo? Non, ils reprochent au Congo la gestion en ce qui concerne le respect des arrestations, de la brutalité, du taux, des conditions de détention, les conditions, comme je vous ai dit, les conditions d'arrestation, la manière dont les individus sont traités. Il y a tous ces paramètres-là qui donnent leur analyse.
Alors, et vous continuez à lutter et rien ne bouge malgré tout cela. Non, il ne faut pas dire que rien ne bouge. Il faut considérer qu'il y a des moments où... Il y a des avancées. Avancer dans le sens où lorsque certaines personnes sont libérées injustement, on peut considérer ça comme étant des avancées, mais dans l'ensemble, le terme droit de l'homme, le terme respect des individus dans leurs droits n'est pas assez évoqué. D'ailleurs, il faut le rappeler, le président de la République, dans son message, n'a pas évoqué le respect des individus, le respect des droits de l'homme, le respect de la détention. Tout ce qui permettrait aux Congolais d'avoir un peu plus de dignité dans leur vécu. Alors, les combats ici et là, est-ce que ça ne sent pas l'usure? Non, ça dépend ce que veut dire l'usure. Avec toutes ces années de lutte, de combat. Vous savez, à chaque fois... Est-ce que vous avez avancé dans votre lutte? Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a une personne qui est injustement traitée, qui a le sourire, qui retrouve sa liberté, ou lorsque, à chaque fois que nous essayons de plaider la cause de quelqu'un où il y a une satisfaction, c'est une victoire. La victoire, elle n'est peut-être pas grande. C'est vrai que nous voudrions qu'il y ait à grand échelon, que la République ait une vision, que la vision politique soit une vision de libération. Et d'ailleurs, dans cette analyse, lorsque le président de la République n'évoque pas la situation des prisonniers que nous considérons politiques, dont le général Mokoko et le ministre Okombi, nous disons voilà des signes qui montrent que le Congo a encore énormément à faire en ce qui concerne les libertés des individus, le respect des droits de l'homme. Parce qu'il faut rappeler que le contexte de leur arrestation était un contexte d'élection. Et tout ça ne donne pas un bon rapport sur le Congo, sur son évolution des droits de l'homme et son évolution dans la démocratie. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser abandonner? Ça vous traverse pas l'esprit? Écoutez, c'est une question de conviction. Vous aviez commencé très jeune. Aujourd'hui, vous prenez de l'âge. Les gens pensent que vous n'avez que Dieu ailleurs. Vous pouvez vous occuper de vos affaires. Écoutez, je crois que c'est une question de conviction. Aujourd'hui, lorsque votre téléphone sonne pour une situation, pour une autre, vous avez un petit peu, je dirais, l'obligation, mais c'est surtout une conviction, une forte conviction de chercher à trouver une solution. Nous ne trouvons malheureusement pas des solutions à tout. Il y a des dossiers que nous essayons d'entreprendre qui n'aboutissent pas toujours. Mais le fait d'essayer, le fait d'avoir la volonté de trouver des solutions aux problèmes des citoyens, c'est une satisfaction. L'usure, ce serait plutôt de ne rien faire. L'usure, ce serait plutôt d'avoir cette blessure interne, de ne pas trouver des solutions ou de ne pas essayer de trouver des solutions. Alors, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Les autres ont les moyens de leur politique. Vous n'aviez presque rien. Vous n'avez qu'une fondation. Vous savez, est-ce que le combat n'est pas perdu? Non, notre conviction est beaucoup plus grande que simplement d'avoir une fondation ou simplement d'avoir un groupe de gens. La conviction, elle est énorme. La conviction d'être dans la vérité, de croire que nous sommes dans la vérité, parce que nous le pensons également. La conviction de demander l'égalité entre les citoyens, c'est une conviction qui va au-delà de notre simple vie. Je crois simplement que notre vie s'arrêtera à un moment, mais la conviction de ceux qui croient en la liberté, ceux qui croient en des valeurs sûres, continuera. Nelson Mandela, malheureusement, n'est plus là. Les grands leaders de la liberté ne sont plus là, mais les idées sont restées. Et c'est ce qui compte le plus. Est-ce que ce n'est pas fatigant d'être dans la peau de Joe Washington Ebina? Ce n'est pas fatigant? Ça vous fatigue pas? Écoutez, je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question. Je crois simplement que... Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, et je ne me confie pas beaucoup, mais je vais vous le dire quand même. Un jour, je suis dans mon bureau et je reçois énormément de gens qui viennent me voir et qui me posent des problèmes à régler, des situations à régler. Et à un moment, lorsque les gens sortent de mon bureau, j'ai un moment d'émotion. C'est-à-dire que j'ai des larmes qui coulent et je me pose la question, je dis, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi, malgré que je ne puisse pas régler tous les problèmes, les gens viennent me voir? Et j'ai eu les larmes aux yeux. Et donc, je me suis dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Et parfois, je me suis aussi posé la question de savoir, mais Dieu sait très bien que je ne peux pas tout régler comme problème, mais les gens viennent quand même me voir. Et à la fin, j'ai senti cette conviction où j'ai senti comme si Dieu me disait, tu n'as pas le choix. De toute manière, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas toi qui décides. Le cœur que je t'ai donné, la conviction que je t'ai donnée, fais ce que tu peux, je ferai le reste. Et donc, c'est cela. Faire ce qu'on peut, et Dieu fera le reste. Et dans ces cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive de continuer? Mais écoutez, l'amour des gens me motive. La sympathie des gens me motive.
le sourire des gens qui sont cependant relativement satisfaits par rapport à ce qu'on fait me motive. Le fait de dire merci, le fait de rencontrer des gens qui vous saluent, qui vous disent merci pour ce que vous faites, c'est suffisant. Est-ce que d'aucuns vous poseront la question de savoir est-ce que les Congolais vous suivent vous savez, dans ce que vous faites? Le combat que l'on mène n'a pas besoin de satisfaction. Il ne faut pas chercher la satisfaction ou la gratitude de ce que l'on fait. Il faut s'oublier. Il faut mener des actions, il faut apporter l'assistance aux gens en s'oubliant soi-même. Mais si je dois m'attendre à ce que les Congolais puissent m'apprécier ou m'applaudir, ah non, il n'y aurait pas de combat du tout. Il faut oublier ça. Il faut le faire parce qu'on y croit. Parce qu'on croit que c'est possible dans une société comme au Congo de vivre autrement, de respecter les citoyens, de ne pas considérer que les citoyens sont ce qu'ils sont parce qu'ils viennent du nord ou du sud. On est tous humains, on croit en des valeurs d'égalité. Je crois que c'est possible. Ça peut être de l'utopie pour certains, mais tant que nous y croyons, tant que j'y crois, tant que je considère que c'est possible, nous y allons. Et cette opinion qui pense que Joe Washington Lebina peut se consacrer ailleurs au lieu de perdre son temps avec un peuple qui n'est pas assez mûr, un peuple qui n'est pas assez conscient, un peuple qui est, d'aucuns diront, fainéant, soulard. Non, je ne vois pas les Congolais de la sorte. Je respecte trop les Congolais pour les considérer comme étant fainéants. Je considère simplement que le système au Congo, le système politique au Congo, ne donne pas la possibilité aux Congolais d'exprimer leurs talents. À peine 4 millions ou 5 millions ou un peu moins que nous sommes, vous voyez, le Congo a de l'intelligence et le Congo a des ressources. Mais il faut donner la possibilité aux gens. Ouvrir une entreprise au Congo, c'est difficile. Faire des affaires au Congo, c'est difficile. Trop de taxes. Transporter de la marchandise ou des produits agricoles d'une région à une autre, c'est difficile. À cause des péages, à cause de tout ce qui est demandé à travers les routes. C'est difficile au Congo de pouvoir s'en sortir. Mais s'il y avait cette liberté-là, s'il y avait cette possibilité-là, le génie congolais, je le respecte. Alors, en parlant du Congo, vous étiez jeune, au fur des années, l'âge avance. En parlant de cette jeunesse, quel est le regard de Joe Washington Lebina à l'endroit de cette jeunesse congolaise? Tout le monde aujourd'hui jure que sur la jeunesse. Vous savez, il y a des gens qui parlent de jeunesse en une forme d'instrumentalisation. Les jeunes sont bons pour faire la propagande. Les jeunes sont bons parce qu'ils ont de l'énergie. Mais la jeunesse congolaise, je crois, a un potentiel. Et moi, je suis un peu meurtri. Quand je regarde les jeunes au Congo, je vois le potentiel, je suis meurtri. Je suis meurtri lorsque je constate qu'il y a des jeunes qui rêvent que de l'étranger, des États-Unis, de la France. Je suis meurtri lorsque je rencontre des jeunes qui veulent prendre des bateaux de fortune, qui ne savent même pas nager pour aller ailleurs. Cette jeunesse a un potentiel. Mais cette jeunesse, malheureusement, n'est pas canalisée dans ce qu'il faut. Cette jeunesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, meurt en cherchant de l'emploi, quand ça s'est passé à Ronano. Il faut donner un peu plus de valeur à cette jeunesse-là, en leur donnant les possibilités. La jeunesse congolaise a un potentiel qui est réel, mais qui n'est malheureusement pas canalisé avec les dirigeants actuels. Alors, en tant que membre de la société civile congolaise, quelle est votre lecture sur ce phénomène appelé bébé noir? Quelle lecture faites-vous sur ce phénomène? Le phénomène bébé noir est un phénomène de société beaucoup plus profond qu'on le pense. La misère des familles entraîne énormément de délinquance. Ce problème ne peut pas être réglé seulement par les policiers, par la justice, Non. C'est un problème de société. Et lorsqu'on parle de société, il faut parler des moyens que l'on donne à la société. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous étions à Nganga-Edouard, parce que je suis passé par Nganga-Edouard, nous avions une compétition sportive. Le collège Nganga-Edouard. Lycée Nganga-Edouard. Lorsque nous étions à Nganga-Edouard, nous avions banalement une compétition sportive avec l'école des cadets, les militaires. Et on voyait très souvent, il y avait un terrain en face de l'école des cadets où on y allait jouer au football. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La jeunesse a besoin d'infrastructures sportives pour exceller. La jeunesse a besoin de bibliothèques pour s'instruire. La jeunesse a besoin d'emploi, de formation. Donc, il y a un potentiel qui est là.
Mais est-ce que les moyens sont donnés? Est-ce qu'il y a une capacité, une possibilité d'émerger? Je ne constate pas cela, malheureusement. Et donc, lorsque vous parlez de bébés noirs, vous parlez de jeunes. Ce sont des jeunes souvent désœuvrés. Mais je suis content de considérer qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions mené un combat sur les taxis-motos. Aujourd'hui, l'autorisation leur est donnée pour pouvoir exercer, parce que ça diminue un petit peu la délinquance également. Mais le phénomène, encore une fois, de bébés noirs, c'est un phénomène de société où la pauvreté a tellement atteint un certain niveau. Regardez, je voulais parler des retraités tout à l'heure. Les retraités au Congo ont dans leur parcelle, dans leur maison, plusieurs générations. Plusieurs générations qui n'ont pas pu intégrer l'emploi, qui n'ont pas pu trouver la possibilité de s'en sortir. Et donc, les bébés noirs, c'est tout ça. C'est une société où la misère est tellement grande que la délinquance aussi prend de l'ampleur. Alors, vous parlez de misère et des jeunes désœuvrés, mais il y a un constat. Cette violence existe surtout dans les milieux scolaires. On voit des rixes dans des grandes artères de Brazzaville. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. La violence existe partout, pas seulement dans les écoles. Des jeunes en tenue. Mais non. La violence, elle vient partout. On a vu les familles... dernièrement, vous aviez même fait une intervention dans un lycée où on a hissé un drapeau noir de ce que certains ont appelé un drapeau de l'État islamique. Non, c'est exagéré, État islamique. Non, écoutez, voilà exactement ce qui est fait autour de cette histoire. Ce sont des jeunes. Vous savez, dans la masse, la jeunesse, sa réflexion, elle n'est pas la même. Il y a, si vous voulez, cet élan de foule. Là où on suit parce qu'on suit. Les jeunes ont ici un drapeau, on ne peut pas considérer ça comme étant, comme vous avez dit, État islamique. Non, pas à ce niveau-là. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Ce sont des jeunes qui n'ont pas pesé, qui ne pèsent pas leurs actions, ils ne se rendent pas compte de certaines actions. Mais il faut simplement dire qu'on en a fait un petit peu trop. Ce sont des jeunes qui ont exprimé un petit ras-le-bol, ou se sont battus un petit peu ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas à considérer que ce sont des grands délinquants. Les grands délinquants sont ailleurs. Mais c'est souvent, je ne sais pas, si vous ne constatez pas, à chaque sortie d'école, il y a des rixes, il y a des bagarres. Oui, mais je vous ai dit, c'est un problème qui est beaucoup plus profond que ça, c'est un problème de société. Les familles dans les sociétés, vous savez... Les jeunes en tenue qui emmènent des machettes à l'école. Non, attendez. Il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas réfléchir simplement dans les écoles. Il faut partir à la base. Dans les familles congolaises, il y a énormément de gens qui sont dans le chômage, qui n'ont pas d'emploi. Le manque d'emploi crée ce genre de situation également. Ce n'est pas une justification immédiate, mais il y a un problème de pauvreté qui s'est installé dans nos sociétés. La majorité des entreprises ne sont pas payées. Vous avez le CHU, toujours des problèmes de grève. Vous allez voir certaines entreprises des problèmes de grève, la bourse des étudiants. Il y a énormément de secteurs où il y a un problème de paiement des salaires, des bourses. Ça crée quoi dans la société? Ça crée justement la délinquance. Parce qu'il n'y a pas de respect des engagements tenus. Entre-temps, il faut préciser que cela ne justifie pas cela. Mais les gens, il faut les former. Il y a combien d'usines au Congo pour dire aujourd'hui, écoutez les jeunes, vous ne faites rien, on va vous prendre et on va vous former. Il y a combien d'usines au Congo? L'importation, c'est ce qui caractérise l'économie congolaise. C'est un problème. Donc il ne faut pas regarder le problème des bébés noirs simplement parce qu'il y a des gens qui portent des machettes. Il faut regarder le problème en amont, trouver des solutions en amont. Et je crois que progressivement, si un travail est fait rigoureusement, ça peut avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des opérations de police, mais cela ne suffit pas. Alors, on vous a vu intervenir sur cette affaire de 5 février, sur ce fameux drapeau hissé. Qu'est-ce qui a motivé l'intervention de Joe Washington pour une opération de police qui est normale? Vous savez, cette intervention est une... Vous savez, je ne calcule pas. C'est une réalité qui arrive, je donne mon expression, mon avis. Ce n'est pas pour le buzz comme les méchants. Je ne sais pas ce que veut dire le buzz. Ah, la misère des populations, ce n'est pas le buzz. Les gens qui n'ont pas de médicaments dans les hôpitaux, ce n'est pas le buzz. Il y a une maman à l'hôpital qui n'a pas de quoi se soigner pour sa jambe et se fait amputer, ce n'est pas le buzz. Ok? C'est du sérieux, c'est de la misère des populations, c'est une douleur. Simplement, là où il y a de l'injustice, lorsque nous considérons qu'il y a abus d'autorité, nous exprimons nos idées pour dire ces jeunes qui ont été arrêtés n'expriment pas la délinquance au Congo. Voilà pourquoi nous avons voulu intervenir pour recadrer un petit peu les choses. Le PCT, le Parti congolais du travail, est-ce que votre père était-il membre de ce parti? Il y a une époque au Congo où la majorité des Congolais, surtout ceux qui faisaient des affaires
faisais partie du PCT. Mon père était un membre du PCT parce que, à une certaine époque, le parti unique avait tout le monde membre du PCT. Mais non, je vois pas le rapport. Qu'il ait été membre du PCT à une certaine époque parce que c'était le parti unique, je vois pas le problème. D'aucuns diront intégrer tout simplement ce parti pour faire bouger les choses de l'intérieur. Je ne considère pas que les choses bougent simplement de l'intérieur. On peut très bien se battre de l'extérieur avec certaines personnes qui sont à l'intérieur, qui comprennent l'intérêt de l'évolution d'une nation et faire avancer la chose. Le Parti Congolais du Travail a malheureusement une très grande responsabilité sur la misère nationale. Ceux qui dirigent le Congo sont membres du Parti Congolais du Travail. Lorsque vous regardez le bilan, malheureusement, pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, pas de... On se pose la question de savoir que font-ils ? Est-ce qu'ils trouvent des solutions au bien-être national ? Je considère malheureusement qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Donc, si on vous demandait le regard que vous portez sur ce parti. Non, le PCT est comptable de la misère du Congo. Le PCT est comptable de la réalité congolaise désastreuse. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir mon avis. Regardez le Congo et vous analysez. Cependant, si on considère que le président de la République vient du PCT, et est-ce que vous allez me poser la question de savoir, beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi vous êtes critique ? Non, on n'est pas seulement critique. Nous sommes dans une réalité désastreuse. Mais il y a des choses qu'on peut souligner pour dire, écoutez, au-delà de tout ce qui a été fait, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je peux souligner comme étant une très bonne chose, je vous dirais la route Pointe-Noire-Brazzaville. Ça reste une référence de quelque chose qui aujourd'hui est une très bonne chose pour les populations. Malgré évidemment les péages qu'il y a, ce qui pose problème. L'aéroport aussi. L'aéroport, non. L'aéroport, non. L'aéroport, au début, oui. L'aéroport, non. L'aéroport, là où la climatisation ne marche pas bien. Non, écoutez, soyons sérieux. Ce n'est pas convenable de dire que l'aéroport, oui. L'édifice, c'est beau à voir. Le stade. Non, attendez, le stade aujourd'hui, la FIFA qui critique le stade au Congo qui après demande l'amélioration et tout le reste, non, écoutez, non. Les infrastructures ne suffisent pas, il faut qu'il y ait un suivi. Les aéroports ici et là. Non, mais écoutez, je vous dis, l'ambition d'avoir... Vous, c'est seulement la route. Non, écoutez, pour moi l'essentiel c'est la route. La santé, la route, l'essentiel, l'alimentation. Pratiquement dans une société, évidemment, tout est important. L'alimentation, c'est important. Mais la route, c'est ce qui permet de faire transporter tout ça. Mais il y a eu des améliorations sur 2 ou 3 points. Mais pour moi, dans l'ensemble, malheureusement, les Congolais ne sont pas satisfaits de la gestion nationale. Il faut le dire, mais ce n'est pas ce que je vous dis qui compte. La réalité est là. Regardez la société, analysez, demandez aux Congolais ce qu'ils pensent. Ils vous diront chez eux, ils n'ont pas d'électricité depuis un moment, ou bien le courant vient, il part. Ils vous diront il n'y a pas d'eau. Ils vous diront, vous n'avez pas besoin que je vous le dise. C'est une réalité, malheureusement, qui est désastreuse, qu'il faut améliorer. Votre frère José Cyr Ebina, ancien député de la République, est ou était membre de ce parti. Alors, Joe Washington Ebina, dites-nous le contraire si lors de son élection, vous l'avez au moins félicité. Écoutez, vous lui avez adressé des félicitations. Mon frère est libre de faire ses choix. Si vous lui avez adressé des félicitations. Si mon frère a décidé d'être membre du Parti Congolais du Travail, il est libre d'analyser et d'aller là où bon lui semble. Je n'ai pas à donner mon appréciation sur ce genre d'intérêt. Cependant, je considère que tout ce que l'on fait, il faut très bien le faire. Si mon frère est parti au PCT et qu'il considère qu'il peut changer les choses ou bien améliorer les choses... Vous avez discuté? Pas spécialement, non. Je crois que nous sommes frères, nous nous connaissons nos idées, nous connaissons nos convictions. Entre nous, comment vous avez réagi en apprenant qu'il avait intégré le Parti Congolais du Travail? Vous voulez vraiment savoir? Non, je ne crois pas que une déception... Pas vraiment, mais je ne voyais pas mon frère aller dans un parti qui existe depuis longtemps et faire changer les choses. Parce que je crois que ceux qui sont là, malheureusement, n'ont pas la volonté de changer les choses. Attendez, je vais vous répondre. Il y a un problème de volonté politique. Évidemment, il faut avoir la volonté de ceux qui sont là de changer les choses. Et je ne voyais pas dans le PCT, et je ne vois pas dans le PCT la volonté sérieuse de changer les choses. Maintenant, est-ce que je suis étonné que mon frère soit membre du PCT?
j'ai pas besoin d'être étonné, c'est sa liberté, c'est son choix. Et lorsqu'il a été élu député, Oui. qu'est-ce que vous avez... Mais écoutez, c'est mon frère, je le félicite à tout ce qu'il fait. S'il pense que c'est son chemin, je le félicite, il est responsable de ses choix. Mais évidemment, pour moi, je considère que ce n'est pas une bonne chose, mais je garde mes idées et ma conviction pour moi. Je n'ai pas besoin de l'exprimer. Je n'impose pas mes idées, absolument pas. Il est libre de suivre le chemin qu'il semble bon. Alors, comment avez-vous réagi lorsque votre frère José Cyr Ebina a perdu son siège à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous aviez dit au fond de vous, bon débarras, bien joué, bien fait pour lui, ou que c'est triste, ou les salauds, il fallait s'y attendre? Non, écoutez, je ne parle pas comme Avouez ça. que vous aviez ri. Je pense pas. Non, absolument pas. Je ne pense pas. Vous avez applaudi? Mais non plus. Je ne vois pas. Vous rigolez. C'est pas un intérêt pour moi de voir que mon frère soit éjecté ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est une déception pour lui. Mais pour moi, je suis pas totalement étonné parce que c'est un parti qui a des valeurs malheureusement qui ne m'étonne pas, ce genre de valeurs où certains s'expriment, travaillent, et après le résultat, c'est qu'on les éjecte. Je ne connais pas leur mode de fonctionnement, mais je ne suis pas étonné. Lorsque je regarde la manière dont le pays est géré, je ne suis pas étonné qu'entre eux, ils ne s'apprécient pas ou bien qu'ils trouvent des possibilités d'évincer. Je n'ai pas été étonné de voir qu'il avait été relevé ou bien qu'il n'était pas été reconduit. Je n'étais pas étonné. Mais ça ne m'étonne pas, je vous dis, quand je regarde le Congo, je ne suis pas surpris. Enfin. Alors, d'aucuns ne comprennent pas les positions de Joe Washington Ebina, activiste des droits de l'homme, membre influent de la société civile congolaise et président d'une fondation. Pourquoi pas créer une association politique ou un parti politique pour faire asseoir ses idées et viser peut-être la magistrature suprême pour faire changer les choses, pour peut-être être élu député ou maire quelque part? Non, mais pourquoi considérez-vous qu'il faut seulement être dans cette arène-là pour travailler, pour faire avancer les choses? Mais pour faire avancer les choses, mais non, la gestion de la cité. Oui, écoutez, je crois que sans aucune satisfaction, dans ce que nous faisons, nous nous battons pour que ça avance un petit peu. Je concède le fait que c'est vrai qu'avoir plus de responsabilités, ce serait avoir plus de pouvoir pour faire changer les choses. Nous ne posons pas la question dans l'immédiat, mais il est clair que lorsque nous demandons ce genre de questions sur les élections, sur tout le reste, nous sommes des Congolais libres. Notre réflexion est libre. Si le besoin se présente, si l'analyse, si le moment opportun est là, si après réflexion nous considérons que le moment est venu d'y aller, écoutez, nous n'avons aucune restreinte. Nous irons à cela. Est-ce que vous avez la trouille peut-être d'affronter le candidat du PCT? Un candidat du PCT ou peut-être qu'on verra vos faiblesses sur le terrain? Écoutez, il faudra laisser un jour, si nous décidons d'aller à une élection ou à une autre, le peuple décider. Bien que la réalité congolaise, vous savez comment elle est, le PCT a toute la machine politique pour décider qui est élu, qui ne l'est pas. Mais là n'est pas le problème. L'expression du peuple suffit pour savoir quels sont ceux qui ont la conviction et quels sont ceux dont le peuple regarde comme étant des hommes capables de pouvoir améliorer leurs conditions. Parce que dans le fond, c'est pas être élu qui compte. Dans le fond, c'est trouver la solution immédiatement par rapport à la misère nationale. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser un peu de côté le nom Charles Ebina, paix à son âme, pour créer une autre structure avec où vous allez assumer en tant que pensée de Joe Washington Ebina? Vous savez, aujourd'hui, j'assume en tant que Congolais mes convictions. Mais dans une fondation. Dans une fondation, dans les droits de l'homme. La lutte devient grande et puis ça pèse. Écoutez, mais non, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis dans une fondation, je travaille dans des cadres. C'est pas que ça suffit jamais assez. Mais je crois que simplement, à l'heure actuelle, c'est ce qui est là, présent. Mais est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas bloqués, nous n'avons pas de limite à notre conviction. Cela veut simplement tout dire. Alors, Joe Washington Ebina, le 10 juin de chaque année, la République du Congo commémore la journée de la réconciliation nationale. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Réconciliation nationale? Il ne peut pas avoir de réconciliation nationale avec des prisonniers politiques. Il peut y avoir de réconciliation nationale avec le général Mokoko en prison, le ministre Okombi en prison, la diaspora qui ne peut pas venir au Congo pour certaines personnes. Il peut y avoir de réconciliation sérieuse s'il y a un dialogue, si les Congolais se retrouvent autour d'une table
pour discuter sur les problèmes qui minent la République. Au-delà de cela, toute réconciliation de mots ou de dates n'apportera pas grand-chose. Donc lorsqu'on observe cette journée jamais payée... Écoutez, vous savez, de ma réflexion personnelle, je considère qu'au Congo, il y a trop de journées chômées payées. Maintenant, s'il faut encore une journée de réconciliation pendant que certains sont privés de liberté, cela va à l'encontre même de ce que l'on recherche. Parce que l'on recherche la paix en parlant de journée de réconciliation. À ce moment-là, ceux qui ont une opinion contraire, ceux qui ont une conception contraire de la République, doivent aussi être libres d'exprimer leurs idées et en toute liberté. Donc vous voulez un deuxième dialogue? Je ne sais pas si... Oui, si vous voulez appeler deuxième, troisième, quatrième, peu importe, qu'il y ait un dialogue qui, d'abord, libère évidemment ceux qui sont en prison, et après, trouver des solutions par rapport à la réalité congolaise qui, malheureusement, je l'ai encore dit, je le répète, est catastrophique. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Vous avez des comptes? Non, je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. En 2024... Il y a des fakes. Il y a des gens qui prennent des faces, des... Oui, il y a des fakes. Il y a des fakes Joey Bina également, oui. J'ai déjà vu des fakes comptes qui portent mon nom. C'est pas ma personne. Mais parce que vous ne l'avez pas certifié? Non, ça m'arrive, j'en ai vu 3 ou 4, mais ça m'arrive d'aller sur les réseaux, voir ce qui Donc, qui vous est. avez un compte, une page Facebook? J'ai une page Facebook. Instagram? Instagram, oui aussi. Et TikTok? TikTok, oui aussi. Je regarde pas un compte que j'entretiens, mais oui, j'ai aussi un compte TikTok. Alors, nombreux incriminent et accusent les réseaux sociaux d'attiser la haine, la violence, de véhiculer la désinformation, la fausse information. Que pense la société civile congolaise représentée? Non, je considère que les réseaux sociaux sont une bonne chose. C'est l'expression de la liberté des peuples. Les réseaux sociaux incarnent aujourd'hui une autre manière de lire les pays, lire le monde. Et c'est vrai qu'il y a des abus, évidemment que nous ne tolérons pas, il y a des abus et tout ça, mais dans le fond, les réseaux sociaux témoignent de la réalité du vécu des Congolais, des étrangers, du monde. Non, je crois que c'est une bonne chose. Je considère qu'il faut, au contraire, vulgariser, libéraliser, laisser libre champ, dans un cadre de liberté et respecter les réseaux sociaux. Les orienter, les encadrer? Non. Chacun Non, écoutez, lorsque vous dites orienter, encadrer, vous rentrez dans la censure. Je suis totalement contre la censure. Mon esprit est libre. À ce moment-là, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, lorsqu'il y a les lois, il y a des lois dans la République, il y a des lois qui existent. On n'a pas besoin de créer d'autres lois. C'est vrai, on peut dire comme en anglais, update. C'est-à-dire que trouver une manière de mettre la loi à jour par rapport à aujourd'hui, mais la liberté doit rester de rigueur. Voilà, nous allons vers la fin de notre programme. En avril 2022, plusieurs accords ont été signés entre le gouvernement de la République du Congo et celle de la République du Rwanda. Et ces accords font couler beaucoup d'encre et de salive. Chacun va de son commentaire. Vente de la moitié du Congo ici, 22 000 hectares là-bas, 11 000, 20 ans, 25 ans, durée illimitée. Alors, que pense Joe Washington Ebina, membre influent de la société civile congolaise et activiste des droits de l'homme? Nous sommes totalement contre. Nous avons exprimé notre mécontentement suite à ces accords. Il n'y a aucune raison à ce que le Congo signe des accords qui, évidemment, aujourd'hui, portent beaucoup atteinte à notre intégrité nationale, à notre souveraineté. Déjà, il faut rappeler que... Le panafricanisme, c'est... Oui, attendez, je vais vous le dire. Déjà, il faut rappeler que géopolitiquement, nous sommes proches de la RDC, qui a des problèmes avec le Rwanda. Ensuite, vous remarquerez très bien que si on parle d'agriculture, les agriculteurs congolais ne sont pas assez aidés. Il faut plutôt regarder où et comment développer l'agriculture au Congo. Nous n'avons pas besoin de faire venir d'autres nations pour le faire. Je n'étais pas d'accord lorsque d'autres pays venaient. Je ne serais pas d'accord aujourd'hui si c'est le Rwanda. C'est ensuite, pas de la xénophobie? Non, je suis au contraire. Je suis totalement d'accord à ce que tous les pays du monde viennent au Congo. On travaille avec les Congolais pour faire avancer la République. Totalement d'accord. En respectant les lois de la République. On ne peut pas donner aux Brésiliens de cultiver... Écoutez, on peut donner à tout le monde, mais ça veut dire quoi donner? Il faut plutôt aider les Congolais à comprendre comment l'évolution aujourd'hui sur le plan agricole se fait.
Il ne faut pas laisser les Congolais continuer à faire l'agriculture avec des brouettes, des houes et tout ça, des râteaux. Écoutez, en 2024, c'est inadmissible. Il faut plutôt permettre aux Congolais d'apprendre des autres, d'apprendre de ceux qui ont réussi dans ce domaine-là. Le Rwanda n'est pas un exemple de réussite totale. Ils ne sont pas les premiers en matière d'agriculture en ce qui concerne l'agriculture en Afrique. Les accords avec le Rwanda posent énormément de problèmes. Et parce que ça pose problème, je crois que, justement, lorsqu'on parle de dialogue, c'est pour mettre à nu tous ces problèmes et dénoncer les accords qui, aujourd'hui, sont totalement refutés par la majorité des Congolais. Vous n'avez pas fait un sondage, mais écoutez, c'est très facile de savoir que si au Congo on a besoin d'emploi, on n'a pas besoin de chercher les Rwandais pour le faire. Je suis totalement opposé. Et d'ailleurs, les organisations de la société civile sont en train de travailler aujourd'hui pour lancer un appel aussi bien aux politiques, quand je dis politique, je parle de ceux d'opposition, ceux du pouvoir, pour autour d'une table trouver une solution. Et si la solution n'est pas trouvée, nous prenons nos responsabilités pour inviter le peuple à dénoncer ces accords. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ces accords? Le gouvernement a été clair, le gouvernement n'a pas été assez transparent. Jusqu'à descendre sur le terrain, devant les deux chambres du Parlement, à expliquer toujours ces accords. L'analyse du gouvernement n'est pas la nôtre. Nous avons reçu, par le biais de nos relations, par le biais de nos recherches, l'accord entre le Congo et le Rwanda. Nous l'avons lu. C'est un accord qui existe, qui est signé depuis 2021. Nous sommes en 2024. Déjà, le fait que l'accord soit connu aujourd'hui, après quelques années, cela porte préjudice à la transparence qu'il y doit avoir sur ce genre d'accord. Un accord qui engage le peuple congolais sur sa terre. Ensuite, pourquoi ne pas débattre? Pas simplement ceux qui sont... Quand vous me dites Assemblée, vous me dites Sénat, il y a des voix qui expriment leur mécontentement à cela. Il y a des ombres, il y a du flou dans ces accords. Parce qu'il y a du flou, parce que ces accords ne sont pas clairs, parce que ces accords ne sauvegardent pas l'intérêt primaire de la population, nous demandons que ces accords soient totalement annulés. Est-ce le pays qui vous dérange, le Rwanda? Absolument pas. Pourquoi le Rwanda devrait me déranger? Je suis africain, j'aime l'Afrique, j'aime les Africains, je n'ai pas de xénophobie. Dans tout le combat que je mène au Congo, que nous menons au Congo, nous condamnons régulièrement la manière dont les étrangers sont parfois traités au Congo. Pourquoi vous parlez? Le gouvernement n'a pas été assez transparent pour vous? Lorsque l'on regarde ces accords, lorsqu'on regarde la manière dont les accords sont élaborés, il n'y a pas assez de transparence. Qu'est-ce qui cloche? Le flou? Je viens de vous le préciser. Je vous ai donné les points qui clochaient. Je vous ai exprimé le flou qu'il y avait dedans. Je vous ai exprimé le fait que ces accords étaient anciens, renouvelés. C'est par le biais des médias au Rwanda que nous avons appris que des terres avaient été cédées au Rwanda. De toutes les manières, aujourd'hui, s'il y a un mécontentement national, il est important qu'il y ait un débat national sur le sujet pour que nous puissions refuter ces accords. Voilà, alors nous allons vers la fin de ce programme. Joe Washington, vous êtes sportif dans vos heures perdues. Alors, comment avez-vous réagi en apprenant le forfait des Diables Rouges du Congo face à l'équipe de football du Niger? Il y a quelques mois. Écoutez, déçu de savoir que le Congo, encore une fois, privait les Congolais d'une joie que d'autres peuples éprouvent. Le sport est une joie, est une fierté nationale. Et lorsque l'on vous dit que votre équipe n'a pas joué parce qu'il n'y a pas eu respect de telle ou telle sorte, parce que le ministre, parce que cela et cela, c'est une déception, évidemment. C'est une déception de voir les Jeux Olympiques et de chercher le drapeau congolais sans avoir de résultats. C'est un problème de fierté nationale. C'est un problème de fierté des dirigeants. Si nous avons la sérieuse fierté de pouvoir hisser le drapeau congolais au sommet, il faut arrêter l'improvisation et l'amateurisme. Joe Washington est-il croyant, chrétien? Tout à fait. Franc-maçon? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire dans la franc-maçonnerie ce que c'est. Je ne suis pas dans ce genre de conception, d'analyse franc-maçonnerie. Je suis chrétien. Je lutte pour des valeurs d'équité. Donc vous êtes chrétien?
Je Pas suis chrétien. musulman, Je- pas... mais non, je vous dis, toute croyance qui a tendance à d'analyser l'esprit ou quoi que ce soit, je suis pas dedans. S'il y avait des religions de pragmatisme, je serais un adepte. Ni bouddhiste, Non, je suis chrétien. chrétien. Je suis chrétien, mais j'aime le pragmatisme. Chrétien, pas franc-maçon. Vous n'aimez pas le terme pragmatisme? Vous savez pas. J'aime le pragmatisme. Il y a à faire, il y a des problèmes à régler, il faut les régler, il faut trouver des solutions et arrêter tout ce qui est discours, tout ce qui est simplement parole, mais allons à l'acte. Voilà ce qui m'intéresse. Vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie. Je ne connais pas et je ne m'intéresse pas à cela. Je ne lis pas dessus. Ça ne m'intéresse même pas de savoir ce que c'est. Ah bon? Non. Même pour votre culture. Écoutez, même pour ma culture, je ne m'intéresse pas à cela. Donc je ne réfléchis pas, je n'analyse pas ça, je ne vais pas savoir ce que c'est. Donc vous êtes croyant chrétien. Évidemment. Ah, d'accord. Vous priez, vous allez à l'église ou à la Mais maison? évidemment, écoutez, je vous dis, je suis chrétien. Ah, Donc d'accord. évidemment, je prie à la maison, je vais à l'église, comme tous les chrétiens le font. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de spécial à ça? Ah, d'accord. Donc vous pratiquez les paroles du Christ. Aimerait ton prochain. Écoutez, vous pratiquez, j'essaie de pratiquer. On n'est pas, faut pas être suffisant, non plus. J'essaie de pratiquer, j'essaie de vivre une vie au service de ceux qui souffrent le plus, j'essaie de trouver des solutions à ceux qui sont injustement traités. J'essaye, malheureusement, comme je dis, nous n'y arriverons pas toujours. Joe Washington Ebina, entrepreneur, chef d'entreprise, chrétien. Comment conciliez-vous tout ce que vous faites avec les affaires? Comment vous conciliez ça? C'est pas une faiblesse quelque part? Je ne sais pas si c'est une faiblesse. On sait que Joe Washington est chrétien, on sait que c'est un activiste des droits de l'homme, on sait qu'il est généreux, il le donne. Est-ce que, quel genre de patron êtes-vous? Je ne sais pas, je crois que je suis sévère. Ah bon? Ah oui, je crois que je suis sévère, je crois que je suis pragmatique. J'aime bien le mot, mais je crois que je vais directement au point. Je ne tourne pas beaucoup autour d'un sujet. On trouve une solution et on avance. Donc la sévérité est plutôt dans ce sens-là. Mais je crois que dans le fond, on ne peut pas gérer les hommes sans avoir un cœur. Je crois que mon cœur, parfois, est une faiblesse par rapport à certaines décisions. Donc, vous avez dénoncé le traitement dans d'autres entreprises. Vous avez dit qu'il n'y a pas de salaire ici et là. Est-ce que chez vous, les gens sont bien traités? Mais nous avons des difficultés comme les autres. Il est difficile de faire des affaires au Congo. Nous avons des difficultés comme les autres. Mais nous essayons, dans la mesure du possible, de respecter le paiement des salaires. Mais évidemment, les dettes ne manquent pas. Les arriérés ne manquent pas sur certaines situations, sur certains fournisseurs ou quoi que ce soit. Mais nous sommes dans un monde des affaires difficiles. Mais écoutez, la plainte n'est pas à notre niveau. On n'est pas à se plaindre, on n'est pas là à se plaindre. Au contraire, nous regardons une société où il y a énormément de problèmes. On ne va pas commencer à se plaindre, c'est pas le problème. Votre père était un brillant homme d'affaires. Et vous êtes aussi héritier de ses affaires. Est-ce qu'on peut considérer Joe Washington Ebina milliardaire? Est-ce que c'est une importance que je sois milliardaire ou pas? Est-ce que c'est important? C'est pas une importance. Il y a pas mal de biens. C'est pas important, mais c'est pas du tout important. La valeur de l'argent n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait au service de ceux qui n'en ont pas ou ceux qui souffrent. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est futile. Ça serait bien qu'on finisse par là, mais ça me gratille encore une pour la route, si vous le permettez. Joe Washington Ebina, après toutes ces années d'activisme, on arrête le suspense. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections présidentielles de 2026? 2026, c'est dans 2 ans. On verra bien. Candidat, vous pouvez le dire. Comme je vous ai dit, on verra bien. 2 ans, c'est dans 2 ans. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons aucune limite. La conviction, elle est grande. Si le besoin se présente et si le peuple congolais, dans sa grande diversité, regarde en notre modeste personne la possibilité d'améliorer leurs conditions, nous analyserons. Mais la question ne se pose pas aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Et donc, nous regarderons ça dans 2 ans. C'est la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.
manière. L'icône du 242.